la bienvenue à ceux qui sont ici avec ce nouveau vocabulaire en présentiel, mais aussi la bienvenue à tous ceux qui sont en ligne, puisque maintenant toutes nos conférences Super, ça me fait plaisir. se font à la fois en présentiel et en ligne. Nous avons la chance d'avoir Charles Anderlin. Alors Charles nous a fait l'amitié, comme il le fait régulièrement à l'IREMO, de venir présenter ses livres ou commenter l'actualité. Mais quand nous avions décidé de cette date avec Charles, évidemment, on n'avait pas la moindre idée que nous serions à ce point dans cette actualité tragique. L'idée, ça avait été, et c'est toujours d'ailleurs, de présenter ces deux livres, dont un est une réédition qui s'appelle Au nom du peuple, au nom du temple, oh le beau lapsus, au nom du temple, qui est paru en 2013 et qui donc est une réédition, et qui est au fond tout processus d'arrivée au pouvoir des Juifs messianiques, avec tout un arrière-plan historique qui est tout à fait passionnant. Et puis, il y a une sorte de complément, on peut dire ça comme ça, de ce livre, sur ces dernières années, avec tous les textes qui ont été et qui montrent ce que souhaitent, ce que veulent et ce qu'ont déjà obtenu ce courant de pensée idéologique de ces Juifs messianiques. Et ça s'appelle, et le titre à lui seul résume beaucoup de choses, L'agonie d'une démocratie. Alors, je pense que je vais donner la parole à Charles pour qu'il nous présente peut-être un peu les idées principales et l'importance de ce courant aujourd'hui dans la vie politique israélienne. Et je lui disais quelque chose de très personnel, et je me permets de le redire publiquement, que des gens comme Charles doivent être en situation difficile et douloureuse de voir ces gens-là arriver au pouvoir. Évidemment, c'est contraire à leurs valeurs. Donc, je crois que c'est intéressant, et Daniel sera d'accord, d'ainsi s'être battu pendant des années et avoir ces gens-là au pouvoir. On pourrait faire des comparaisons ailleurs, mais celle-là est très particulière. Donc, je crois que Charles nous en dira un mot, puisqu'il n'est pas simplement observateur, il est un acteur de tout cela, un citoyen d'Israël, et donc c'est quelque chose qui doit être très difficile à supporter. Donc, on va commencer par ça, par une présentation de cette agonie d'une démocratie. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, je voudrais te poser quelques questions sur l'actualité douloureuse que le Proche-Orient vit aujourd'hui, les Israéliens, mais aussi les Palestiniens, et une actualité qui malheureusement, dans ses malheurs, ne fait, je le crains, que commencer, quoi. Pour aller je ne sais où, on entend beaucoup de gens qui vont dire on va aller jusqu'au bout, mais qu'est-ce que c'est que jusqu'au bout, quoi? C'est quelque chose d'assez terrible, assez tragique. Voilà, donc nous avons au moins 3/4 d'heure avec Charles qui va s'exprimer, puis ensuite, c'est tout à fait essentiel, bien sûr, vous avez sûrement 1001 questions à lui poser, et donc ça sera débat. Donc je passe la parole à Charles tout de suite pour lui demander de nous présenter au fond l'essentiel de ce qu'il dit, notamment dans son livre sur l'agonie d'une démocratie. En quoi tu vois cette agonie d'une démocratie en Israël? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Chaque fois que c'est possible, que je peux venir vous voir et parler ici à l'IREMO, c'est avec un grand plaisir, et je crois que c'est pour vous, pour ce public, pour les gens qui nous voient par Internet, je crois que c'est important. Je suis juif, je suis français, je suis israélien. Je suis arrivé en Israël en fin 68. Par hasard, je suis devenu journaliste. Citoyen israélien, on a des devoirs. Je me suis retrouvé réserviste. Fin des années 70, début des années 80. En patrouille à Gaza. À l'époque, Gaza était très calme. 70 000 Gazaouis allaient au travail en Israël, 70 000 revenaient. Ils pensaient essentiellement à acheter, à consommer, à installer parfois dans leur gourbi un frigidaire, ce qui était souvent nouveau. Et une des missions de ma patrouille, c'était d'aller vérifier que le cheikh Ahmed Yassine, le patron de l'Union islamique à Gaza, que tout allait bien. Donc à l'époque, ça m'avait assez intéressé. Lorsque j'ai vécu comme citoyen et comme journaliste tous les événements qui ont suivi, que ce soit la première intifada, les guerres, les conflits entre Gaza et Israël, j'ai assisté au développement effectivement du Hamas. Je les ai tous rencontrés. Je les ai rencontrés avant le Hamas, avant qu'ils deviennent Hamas, et après lorsqu'ils sont tous devenus Hamas. Moi, juif israélien, je suis probablement un des rares
qui a eu tellement d'heures d'entretien avec des Mahmoud Az-Zahar, Jean Tizi. J'ai parlé avec Ismaël Haniyeh quand il n'était que le petit assistant de Cheikh Yassine, et puis ensuite, tout à coup, le Hamas. En 2009, j'ai fait un livre, Le Grand Aveuglement, Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical. Je crois qu'il est encore valable. Peut-être que l'éditeur demandera une mise à jour. Et puis je me suis dit, mais il y a l'autre côté, il y a le côté israélien. Je connais l'idéologie sioniste, je connais la droite, la gauche, etc. Je commençais à travailler sur le messianisme, parce que d'abord pour la télé, j'ai vu de plus en plus ce mouvement se développer. Ils font le sacrifice pascal, et surtout c'est une vision binaire du conflit. Dieu a donné la terre d'Israël aux Juifs, point. Pour le Hamas, il ne veut pas y avoir d'État juif en terre d'islam, donc c'est cette opposition. Et j'ai publié en 2013 ce livre, Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif. Je suis allé au sources. Entre parenthèses, si ça vous pouvez, j'avais fait le film éponyme dont France 2 a eu très peur parce que j'avais pris l'habitude, lorsque je faisais un livre, parce que je fais un livre, de prendre toutes les interviews en vidéo. On vient de pas dire après en derlamant, c'est pas vrai, c'était pas comme ça, j'ai les vidéos. Et j'ai fait le film qui s'appelle Au nom du Temple. Vous faites YouTube, Au nom du Temple, Anderlin, vous l'avez. France 2 l'a diffusé le 31 mars à 23h30, après un documentaire sur la sécurité sociale qui a envoyé la France dormir. Ils avaient très peur de ce film parce que vous avez les radicaux juifs, les messianiques, un ancien terroriste juif qui a essayé de faire sauter les mosquées, qui dit nous devons nous battre avec l'islam, la guerre de religion. Autant je considère le Hamas comme un danger, considère le Hamas comme un danger absolu. Ce n'est pas pour moi, le Hamas, ce n'est pas du tout le peuple palestinien, l'OLP, les gens avec qui on peut s'entendre. On ne peut pas s'entendre avec le Hamas. Je les connais, j'ai tous vu, ils m'ont reçu, certains m'ont offert le café. Les messianiques juifs, c'est à la limite encore plus dangereux, parce qu'ils se sont infiltrés partout, à tous les niveaux du pouvoir israélien. Et d'abord la colonisation, tout de suite après la guerre de 6 jours en 68, première colonisation à Hébron, l'hôtel Park s'installe. Qu'est-ce que c'est? Les Israéliens n'ont pas très bien compris, on laissait faire. Il devait rester quelques jours pour faire la Pâque juive à l'hôtel Park. Ils sont restés. Vous avez l'histoire et dans le film et dans le bouquin. Et là, on commence à comprendre qu'à l'origine du sionisme religieux, il y a cette gigantesque volonté et cette analyse selon laquelle le sionisme, ce n'est pas seulement comme les Ben Gurion et le sionisme laïque, créer un État pouvant protéger les Juifs le cas échéant, et puis avec une certaine égalité sociale et politique, comme le définit la déclaration d'indépendance proclamée par Ben Gurion en 1948, pour les sionistes religieux, et ça, cela date du début du siècle dernier, le retour à Sion, ça veut dire que le Messie va arriver. On est complètement dans l'eschatologie, et ils y croient. Pour des Européens, pour des Français, on a souvent énormément de mal à comprendre l'intégrisme religieux politique, que les gens y croient. Lorsque je vous dis, par exemple, que les sionistes religieux attendent la vache rousse, tout le monde rigole. À quoi ça sert, la vache rousse? Eh bien, c'est peut-être le danger le plus grand qui nous guette maintenant. Vous prenez la Torah, l'Ancien Testament, il y a un passage selon lequel
Moïse descend du mont Sinaï, les Israélites ont fait n'importe quoi, il y a eu veau d'or, on a fait le ménage, il a ramené la deuxième version des tables de la loi, et puis voilà, il demande à Dieu qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et Dieu lui dit, écoute, il faut purifier. Comment on purifie? Tu trouves une génisse rousse qui n'a pas un poil blanc-noir. Tu la sacrifies comme ci, comme ça. Tu l'incinères avec tel bois, tel buisson, etc. Ensuite, tu prends les cendres et tu les mélanges avec de l'eau lustrale qu'un enfant qui n'a pas touché le métal ira chercher, transporter sur un chariot avec des bœufs. Alors, au fil des siècles, les talmudistes ont essayé de trouver une explication. Le Talmud, c'est des explications pour chaque petite phrase, chaque mot de la Torah. Vous avez des kilomètres d'explications. Pour les talmudistes, aucun talmudiste n'a trouvé une explication de cette histoire de la vache folle. Il lui a décidé, certes, comme ça. Ouais. Il n'y a pas. Donc, bon, où en est-on? C'est pas la vache folle. Pardon. C'est un beau lapsus, tu peux le garder. Ça arrive. La vache rouge? Non, c'est la vache folle. On est en période eschatologique, le Messie arrive. Où en est-on? Maintenant, il faut purifier. En 67, conquête des lieux saints, de ce qui étaient les lieux saints juifs en Cisjordanie et le mont du Temple, Al-Aqsa, à Jérusalem. Là, vous avez l'histoire, les soldats arrivent. C'est la première fois depuis l'an 70 de notre ère que des soldats juifs foulent le sol de l'endroit où se dressait le temple. C'est un moment profond, gigantesque pour les petits groupes de sionistes religieux qui étaient considérés comme des groupuscules. Ils étaient quelques centaines. C'était une religion qui n'était pas orthodoxe. Ça venait d'un rabbin qui, au début du siècle, avait exactement défini qu'on pouvait être dans la modernité, qu'il fallait être dans l'État, mais qu'il fallait travailler pour l'eschatologie. Et ce mouvement sioniste religieux essaie, pas partout. Donc aujourd'hui, vous avez Al-Aqsa, le mont du Temple, qui pour l'instant est encore sous l'administration du Waqf, jordanien d'ailleurs. La police israélienne est seulement censée maintenir l'ordre. Entre parenthèses, à le moment de la conquête, vous avez eu quand même quelques religieux, quelques rabbins qui ont dit on vire les mosquées et puis on reconstruit le temple. Ou au moins on commence ici le culte de la religion juive. Et Dayan a dit pas du tout. Pour nous, ce sont des ruines archéologiques. Pour les musulmans, c'est une mosquée, on leur laisse. Et Dayan a viré les religieux juifs qui commençaient à s'installer sur l'esplanade des mosquées. Et depuis, il est toujours interdit aux juifs de prier sur cette esplanade, toujours. Et ce n'est pas une décision gouvernementale israélienne. À l'époque, aucun gouvernement décidé, on ne peut pas interdire à des juifs de prier à l'endroit où se dressait notre lieu saint. Donc, la solution trouvée, ça a été de donner instruction à la police d'éviter toute perturbation à l'ordre public. Et l'ordre perturbation, c'est un risque de susciter des manifestations des musulmans sur place, donc interdiction de prier. Voilà, c'est tout. Mais un gouvernement israélien peut très bien dire ouais, ok, on peut commencer à prier. C'est parti, il y a des manifestations sans arrêt. Donc, à ce moment de l'histoire, les religieux, les sionistes messianiques veulent purifier la vache rousse. Ils en ont amené 5 du Texas qui ont été élevés chez un élevage d'évangélistes. Ça va se faire. Il y aura la cendre de la vache rousse dans les mois qui viennent. Si j'ai bien compris, il y a des dates qui sont là. Maintenant, le mouvement sioniste religieux
a des alliés politiques en Israël. D'abord, le Likoud. Le Likoud les a utilisés. Le Likoud est nationaliste. Pour Menachem Begin à l'époque, la Cisjordanie, c'est la terre d'Israël. Donc les Palestiniens peuvent y vivre, peuvent avoir l'autonomie, mais qui on va pousser, on va laisser s'installer, c'est les sionistes religieux. La colonisation a été lancée, d'abord je vous l'ai dit à Hébron, l'hôtel Park, ils sont restés à Hébron, je raconte l'histoire aussi bien dans le film, c'est devenu un quartier qui s'appelle Kiryat Arba, et à l'intérieur même d'Hébron, il y a des poches de colonisation. Le sionisme religieux, vous avez des gens qui sont, ça va, la base, ça va de l'extrême racisme jusqu'à la compréhension de l'autre. Vous avez telle ou telle colonie qui est en bonne relation avec les voisins. Vous avez tel rabbin, dans la Tekoa par exemple, qui à un moment donné commence à recevoir des imams pour discuter est-ce que nos religions peuvent s'entendre. Mais aujourd'hui, le sionisme religieux, ce sont des extrêmes. Mais je reviens à l'idéologie. Donc le Likoud, à l'origine, Menachem Begin et le Likoud de l'époque était démocrate. Démocrate. Begin soutenait la justice israélienne. Il disait il y a des juges dans notre pays. Pour ce vieux juif polonais qui a combattu dans l'Irgun pour la création de l'État, l'existence de juges israéliens était pour lui quelque chose d'important. Mais il y a eu au sein du mouvement d'où vient Begin, il y avait aussi des extrémistes parmi les extrêmes. Le mouvement révisionniste, d'où est issu le Likoud, a été créé par Vladimir Jabotinsky dans les années 20. Il rejetait complètement la vision universaliste d'un juif plutôt socialiste. Il était violemment antisocialiste, il était nationaliste, mais en 1940, il a publié une proposition de constitution pour l'État d'Israël où il proposait qu'il y ait un président juif, un vice-président arabe et les deux communautés à égalité. Ce contre quoi aujourd'hui la droite israélienne lutte. C'est faux, il n'y aura pas. Parce que parmi le mouvement de Jabotinsky, il y avait l'opposition, et c'était une opposition néofasciste. Dans l'ébullition idéologique en Palestine juive des années 20 et 30, vous avez différentes visions de ce que doit être l'État juif quand il viendra. On est avant la Seconde Guerre mondiale, on est avant la Shoah, et on est encore dans les kibbutz, on se développe, on achète des terres, il y a le conflit avec les Arabes de Palestine, 36, la grande révolte arabe, avant 29, un premier pogrom anti-juif, notamment à Hébron. Donc tout ça bouillonne. L'opposition à Jabotinsky a des petits bulletins. Il faut les retrouver. D'un point de vue historique, du point de vue de l'histoire, les archives, on trouve très peu. Si on veut vraiment l'histoire de ces petits groupes qui ont été ensuite complètement rejetés par le leadership de la communauté juive en Palestine, par les autres sionistes, il faut aller rechercher les petits bulletins qu'ils avaient publiés à l'époque. C'est vraiment néo-fasciste, mot à mot. Il y a un de ces bulletins où un monsieur qui s'appelait Abba Rimeir publiait une rubrique qui s'appelait Carnet d'un fasciste. Et en hébreu, c'était pas fasciste, ils appelaient ça sur la transcription du mot russe fascismus. Lorsque Jabotinsky est arrivé de Londres pour s'installer en Palestine, Abba Rimeir écrit je salue mon Duce. Jabotinsky lui répond on ne veut pas du tout être appelé Duce, c'est les leaders comme ça, c'est des bestiaux, donc on ne fait pas. Lorsque Arafat a été élu, arrivé au pouvoir, en 1933, Abba Rimeir et un autre, Yavid
33. En 1933, l'arrivée au pouvoir de Hitler. L'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933, un gars proche d'Abbasi Meir publie, il est bien ce Hitler. Lui, c'est un vrai fasciste. Il a des petits problèmes. Là, Jabotinsky se fâche et il menace de les virer et ça change. Maintenant, il y a eu ensuite l'assassinat d'un dirigeant important du sionisme palestinien, Arlozorov, sur une plage de Tel Aviv. Beaucoup de gens ont été accusés. L'establishment sioniste a accusé les néofascistes du révisionnisme, notamment Abba Meir, qui a ensuite été arrêté. Et j'ai retrouvé en 2012 un discours de Benjamin Netanyahou dans une grande yeshiva où il explique qu'Abba Meir n'a pas pu tuer mon Arlozorov, il était avec mon père, il discutait à Jérusalem. Le père de Netanyahou était étudiant, il est devenu historien, il s'appelait Ben Sion, et il était très proche idéologiquement de ces groupes néofascistes au sein du révisionnisme. Entre parenthèses, les révisionnistes ont gardé un lien avec l'Italie de Mussolini jusqu'à ce que Mussolini introduise des lois anti-juives. Il y avait là-bas. Je retrouve dans les textes, les quelques textes que l'on a de Ben Sion, entre parenthèses les archives de Ben Sion, introuvables, Benjamin Netanyahou les a récupérés et les a fait installer dans un bunker sous la Bibliothèque nationale. Ben Sion Netanyahou a fait 3 livres, historien, 3 livres, où on retrouve sa vision idéologique. Le principal bouquin est arrivé quand il était largement les 80 ans. C'est un pavé de 900 pages sur l'Inquisition et les Juifs. Et de nombreux historiens estiment que sa théorie est fausse, mais il faut savoir que dans les 40 premières pages de ce livre sur l'Inquisition, Ben Sion Netanyahou définit son idéologie. Depuis sa création, le peuple juif est menacé de génocide. Il y aura toujours autour de lui, au-dessus de lui, une tribu, le mal, un pays, un État qui est là pour détruire les Juifs. Et lorsque son fils est arrivé au pouvoir, on a des interviews, quelques-unes, très rares de Ben Sion, qui dit « Les Arabes veulent nous détruire ». Point. Tous. Il ne faut pas les croire. Alors, là, je reviens sur Benjamin Netanyahou. Là, j'affirme que Benjamin Netanyahou est tout à fait sur l'idéologie de son papa. Dans son premier passage à la présidence du Conseil, où il a été élu à la suite d'une campagne électorale idiote de Shimon Peres, il y avait 1% de différence. Netanyahou... Non, on est en 1996. Oui, pour rappeler. 1996. C'est-à-dire en plein processus de slow, quand même. Oui. Benjamin Netanyahou était le principal adversaire politique du processus d'Oslo. Dirigeant, vous avez les images des manifestations gigantesques où on criait à mort Arafat, ensuite ça a été à mort Rabin, à mort Peres, tout ça, je les ai filmés, vous l'avez dans le livre, dans le film. Et Benjamin est élu. Avec 30 000 voix d'avance. Voilà. Et c'est-à-dire 1%. Bill Clinton ne veut pas d'effondrement. Clinton est catastrophé par la disparition de Yitzhak Rabin. Il faut que ça continue, donc pression américaine. Et puis le public israélien veut encore la paix. Donc Netanyahou arrive à la présidence du Conseil, tiraillé entre la nécessité
des problèmes politiques de la diplomatie du quotidien et l'idéologie du papa. Le papa est là, il surveille. C'est aussi psychologiquement. Donc, il va serrer la main d'Arafat, il nous fait le cinéma, je continue, mais dans la sécurité. Il est obligé d'accepter un retrait israélien d'une partie de la ville d'Hébron. Et ça, les messianiques qui le soutenaient, les sionistes religieux, son foudrage, ne le lui pardonneront jamais. En 99, il perd les élections, c'est Ehud Barak, on a toute la séquence qui suit l'effondrement du processus d'Oslo, Ehud Barak à Camp David, qui torpille de fait le processus de paix. Netanyahou revient au pouvoir en 2009. Et quoi, les choses sont différentes. Avant de revenir là-dessus, je voudrais poser une question plus globale. Tu as décrit notamment dans ce petit livre qui est vraiment très intéressant, tu montres la montée en puissance de ces gens-là. Et moi, ce que je voudrais te poser comme question, parce qu'on a aussi on a du temps limité, comment tu expliques, quand tu décris ce qui s'est passé en 96, 95, 94, il ne faut pas oublier qu'on sort d'une élection où les travaillistes l'avaient emporté en 1992, très largement. Et que la gauche existait. Et 30 ans plus tard, on est à 30 ans plus tard, ces gens qui n'étaient qu'à la marge que tu décris, aujourd'hui, ils sont dans une coalition et ont une influence que tu as décrite comme étant très importante. Tu parles de l'arrivée au pouvoir. Donc, comment tu expliques en 30 ans, avec évidemment la séquence du processus d'Oslo qui s'effondre en 2000-2001, avec l'arrivée de Sharon début de l'année 2001, comment tu expliques qu'en 30 ans, le paysage politique d'Israël est profondément bouleversé. Il y avait un équilibre gauche-droite classique, comme tu le dis, dans les années 90, et à partir de 2000, c'est la droite qui l'emporte, et maintenant, dans la droite, c'est l'extrême droite. Donc, comment en 30 ans, on peut expliquer un tel bouleversement avec l'arrivée de ce que tu appelles les fascistes, quoi. Comment tu expliques ça? C'est à la fois démographique, il faut bien le dire. Les sondages montrent que le public juif israélien est majoritairement ou religieux ou traditionnaliste, sans parler des juifs orthodoxes. Et surtout, politiquement, c'est l'infiltration complète de tous les éléments du pouvoir par les sionistes religieux. L'exemple typique, qu'ils le disent vraiment, c'était 2005, le retrait de Gaza. Ariel Sharon, le parrain de la colonisation, décide à bon matin, on retire les colonies de Gaza. Aspect, l'opinion publique israélienne est pour, et on a marre de Gaza, et on a marre des incidents de garder tous ces colons de Gaza. Décembre 2005, les idéologues, mais aussi des religieux du mouvement sioniste religieux, discutent qu'est-ce qu'on fait. Finalement, nous avons perdu à cause de l'Israël laïque. Ils regardent les sondages, les Israéliens étaient pour le retrait de Gaza, et notamment en fait qu'il allait aussi y avoir un retrait de Cisjordanie. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit plus chercher une entente avec les séculiers. On ne cherche plus à avoir des accords avec l'État tel qu'il existe. Et la grande idée a été de faire voter une loi définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif, où les juifs sont favorisés par rapport aux non-juifs. Ça, c'est relativement récent, c'est 2018. 2018, mais ça a commencé dès 2009. Ce qui est intéressant, donc, parce que 2009, Netanyahou arrive au pouvoir, au moment où Obama arrive aussi. Et Obama fait un grand discours au Caire en disant il faut que la colonisation s'arrête, et puis il faut que les Palestiniens aussi ont des droits, etc. Netanyahou, une semaine après, est obligé quand même, il vient d'arriver, il a encore un gouvernement assez instable, et puis le public est plutôt pour, oui, on veut la paix. Et pour la première fois, elle leur dit oui, j'accepterai un État palestinien
démilitarisé, mais à telle et telle condition, et à condition qu'ils reconnaissent Israël comme l'État des Juifs. Mahmoud Abbas, ils n'ont pas demandé ça à Sadat, ils n'ont pas demandé ça au roi Hussein, pourquoi moi? C'est à ce moment-là que, pour la première fois, est lancé cet essai de redéfinir Israël. Et Obama, oui, pourquoi pas, en fait, oui, vraiment, oui, bon, finalement, Israël est juif, bon, il y a rien, mais puis surtout, Netanyahou a dit le mot magique, il a dit État palestinien, il fallait qu'il le dise, moi, il l'a dit. Moi, je dis, c'est du pipeau, c'est pas vrai. Et on a un véritable combat politique interne en Israël qui va conduire, début 2015, au limogeage des deux ministres modérés au sein du gouvernement Netanyahou. C'était Yair Lapid de son parti et Tzipi Livni, la ministre de la Justice, qui disait à l'époque qu'il ne faut pas voter cela, il ne faut pas cela conduire à un Israël différent et dangereux. Et c'est la suite. Et finalement, vous savez, après 2005, les sionistes religieux, notamment un certain Moshe Koppel, grand professeur de maths à l'université de Bar-Ilan, il a inventé des applications des choses. Il a trouvé des juifs américains libertariens prêts à financer pour des millions un travail de fond pour produire des intellectuels d'extrême droite religieux, pour faire des lobbies, faire passer des lois. Ça s'appelle le fonds Kohelet, auquel personne n'a fait attention. Il y en avait déjà un autre, d'un gars qui avait fait les deux premiers livres de Benjamin Netanyahu en 93 et 95. Parce que quand Netanyahou est arrivé au pouvoir, moi j'avais lu ses livres en 93 et 95. 93 c'est en anglais, 95 c'est en hébreu. Et on y voit l'idéologie de Ben Sion. Pas le peuple palestinien chrétien a été créé pour détruire le peuple juif. Point. C'est lui Netanyahou, 93-95. Alors, ensuite, je vais voir mes amis, les profs de Sciences Po et autres, alors que Netanyahou rencontre Arafat, on me dit, écoute, son bouquin, c'est du baratin, c'est pas important. Je leur dis, je pense pas. Je pense que vraiment, il le croit. Et effectivement, ce sera aujourd'hui, si on relit ces livres de Netanyahou 95, c'est là où on voit, c'est Ben Sion au pouvoir. On a eu tous les scénarios. Aujourd'hui, on a maintenant cela. Alors, j'ai le livre Au nom du temple réédité, j'ai rajouté, je pense, 150 pages en mettant l'accent sur les écoles talmudiques extrêmes. On est allé quand même chercher les YouTube, des prêches, des rabbins, des académies pré-militaires sionistes religieuses. En France, c'est directement le tribunal. Quand tu parles du sionisme religieux, en France, on fait souvent la confusion avec les partis religieux classiques. Est-ce que tu pourrais nous montrer, la différence qu'il y a entre ces partis religieux qui défendent les intérêts de leur chapelle, si tu peux me permettre, et ensuite la relation, parce qu'ils sont dans la coalition aussi. Donc, c'est important de bien distinguer Il y a deux types de fondamentalisme religieux en Israël. Le fondamentalisme ultra-orthodoxe, qui est à la fois Ashkenaz d'un côté, séfarade de l'autre. Eux, ils ne sont pas sionistes, ils ne sont pas intéressés par toutes ces histoires avec les Palestiniens, mais ils suivent complètement le gouvernement. Ils deviennent d'ailleurs, au fil des ans, un peu plus racistes, un peu très anti-palestiniens, mais en raison notamment des attentats. Les ultra-orthodoxes ne sont intéressés qu'à deux choses. Un, la dispense totale de service militaire pour leurs étudiants d'école talmudique. Et deux, continuer le financement par l'État de leur système éducatif complet. Le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant de yeshiva est dispensé de service militaire. Une loi définitive devait être votée cette semaine. Je crois qu'on n'en parlera pas. Et il reçoit une bourse d'études supérieure à la solde du soldat laïque ou traditionnel,
qui lui porte l'uniforme et risque sa peau. Alors quand on a entendu ces derniers mois des rabbins qui disent mais il est aussi important d'étudier la Torah et faire la guerre. Écoutez, nous étudions la Torah, vous vous débrouillez, vous faites la guerre. Autrement dit, on considère l'armée israélienne comme cette milice qui va défendre les yeshivot. Le problème aussi, le problème de l'enseignement dans les écoles talmudiques, on n'enseigne presque pas les matières fondamentales, c'est-à-dire que les jeunes qui en sortent ne peuvent pas trouver du travail sur le marché israélien. Ils ne trouvent pas d'emploi. On n'emploie pas quelqu'un qui n'a pas un minimum de maths, un peu d'anglais et puis un peu d'histoire. Et 50% des hommes orthodoxes aujourd'hui en Israël ne travaillent pas. Ils sont devant la Torah. Leur but, c'est de bétonner l'autonomie de leur communauté. Donc, ils sont plutôt tournés vers l'intérieur. Le sionisme religieux. Mais en même temps, ils soutiennent dans leur coalition. Ils soutiennent parce que c'est un donnant-donnant encore. Bah oui, Netanyahou envoie faire l'échec, signe tout, voulait pas faire l'armée, d'accord. Il en a besoin pour ses coalitions. Et d'ailleurs, entre nous, au sein, parmi les ultra-orthodoxes ashkénazes et certainement les séfarades, on voit des mouvements de plus en plus très proches de l'extrême droite. D'ailleurs, on voit selon les bulletins de vote, les bureaux de vote, là où il y avait beaucoup de jeunes orthodoxes, pas mal de bulletins sont allés vers les racistes. Il y a une porosité entre les deux, finalement. Absolument. Le sionisme religieux, eux, sont totalement tournés vers l'extérieur, installés, installer leurs hauts fonctionnaires. Kohelet, par exemple, s'est mis à l'assaut du système judiciaire. On cherche les dossiers des juges qui on va nommer, celui-là oui, celui-là non. Au cours des dernières années, ils ont réussi à faire nommer 300 juges, je crois, sur 1600 du système judiciaire israélien qui sont à droite. Alors même que c'est quand même, il faudra le repréciser, c'est quand même en termes électoraux, il ne veut pas dire en termes sociologiques, mais en termes électoraux, c'est quand même une petite minorité. Ça représente quoi? 4, 5, 8%? Oui, quelque chose comme ça. Oui, mais attention. Mais ce pourcentage relativement faible, finalement, est décuplé dans sa capacité d'influence. Oui, absolument. Ouais. D'abord, ils ont leurs liens partout. Maintenant, vous savez, le système électoral israélien, la proportionnelle intégrale, il faut faire des coalitions. Alors, un parti qui a 4 députés peut se comporter comme s'il en avait 15 ou 20. Il fait la majorité. Absolument. Il peut la faire. C'est comme ça que ça marche. Et à partir du moment où vous avez un Premier ministre qui est dans un trip nationaliste complet, entouré d'une famille et d'un entourage politique ultra-droite, le beau-frère de Netanyahou, le frère de Malak, Arsi, quand on lui demande de la démocratie, bah non, si vous voulez de la démocratie, allez vivre aux États-Unis. C'est ça, l'ambiance. D'où l'agonie d'une démocratie. Oui. Bon, quand tu parles de tout ça, on a l'impression, et malheureusement je crois que c'est vrai, que c'est une évolution qui se renforce élection après élection ou année après année. Parce que dans ton descriptif, si on revenait aux années 90-95, ils sont marginaux. Et là, de plus en plus, et si on prend les sous-titres de tes bouquins, c'est finalement, ça n'arrive au pouvoir alors qu'ils étaient assez loin du pouvoir. Et j'ai l'impression que, c'est ma question, est-ce que tu ne crois pas qu'ils sont en train de se stabiliser les sein de la société israélienne? C'est-à-dire que l'ancrage sociologique fait qu'ils ne sont pas prêts de... C'est pas un accident. J'ai eu un débat avec un ami israélien, il estimait que c'était un accident de l'histoire. Moi, je pensais plutôt que c'est un produit de l'histoire. Je ne demande pas de trancher, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va s'enraciner dans la société israélienne? Ça s'enracine certainement dans une partie de la société israélienne. À quel niveau et combien? Maintenant, il y a quand même eu deux événements fondamentaux. C'est le réveil des laïcs et des pro-démocraties en Israël qui était énorme. J'avais jamais vu ça. Depuis le janvier, l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement,
tous les samedis soirs, Tel Aviv et d'autres endroits, et parfois en semaine, 100 000, 150 000, parfois 500 000 Israéliens se mobilisent. Imaginez 900 000 Parisiens tous les dimanches soirs, place de la République, pendant 8 mois, tout le temps. Et ce n'est pas seulement ça, tout ça est extrêmement organisé. J'ai fait un papier dans le diplôme en expliquant les différents éléments. Vous avez dans ce grand mouvement des organisations qui sont sous un chapeau commun, l'organisation des réservistes, l'organisation des défenseurs de la santé, des médecins. Des milliers de médecins ont annoncé, si on nous impose des lois religieuses aux hôpitaux, on s'en va. Il y a même un endroit sur Internet où ils peuvent présenter leur candidature pour aller exercer en Grèce ou ailleurs. C'est là. Et tout cela est avec une énergie que je n'ai jamais connue ou vue en Israël. Un ministre est censé aller visiter ou à l'improviste débarque quelque part. Alors vous avez quelqu'un qui tweet, il est chez son coiffeur, dans l'heure, des dizaines, parfois des centaines, arrivent avec des drapeaux israéliens pour manifester contre ce type. Alors, l'idée de base de ce mouvement, ça a été, on prend le drapeau à la droite. C'est nous, les vrais patriotes. Et de toute manière, les ultra-orthodoxes détestent l'idée d'État et refusent le drapeau israélien, donc c'est très logique. Il y a les mouvements anti-occupation sont là et tout doucement font leur place dans ce mouvement, c'est important, c'est fondamental. Maintenant, où on va, le deuxième élément, c'est cette guerre. Je n'ai aucune idée. Moi, je voudrais poser une question personnelle à vous. C'était passé il y a une semaine exactement. Alors, je voudrais savoir comment, pour qu'ensuite on enclenche sur l'analyse et puis bien entendu le débat avec tout le monde et les questions qui vont sûrement être posées sur l'actualité, c'est comment vous avez vécu ce moment absolument inédit à tous égards et comment tu l'analyses. C'est deux choses différentes et complémentaires. Que tôt ou tard, ça faisait des mois qu'on pensait que l'affaire palestinienne allait exploser. Les sionistes religieux et les racistes, il faut dire quand même le ministre de la Sécurité nationale, il y a à peine 2 ans, était considéré par la police israélienne comme un dangereux agitateur, Itamar Ben-Gvir, kahaniste, pour le rendre un peu présentable, Benjamin Netanyahu lui a demandé de retirer de son salon la photo de Baruch Goldstein, le terroriste juif qui a massacré 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches. Ça fait désordre. Et surtout, il lui a demandé arrête de dire à tes supporters dans les manifs de crier mort aux Arabes, dis plutôt mort aux terroristes. Et c'est les pires, et ils font de la provocation. Et aujourd'hui, ce monsieur est ministre de la Sécurité nationale, responsable également des gardes-frontières et aussi des prisons israéliennes, où se trouvent notamment les détenus palestiniens. Voilà, toute petite histoire, un de ces grands trucs, c'est de limiter le temps passé par les Palestiniens dans les douches chaudes. Hein, ça, on s'y attendait, il allait se passer. Mais ça, c'est l'échec gigantesque jamais vu de l'armée israélienne au niveau du renseignement, au niveau des préparatifs. Il n'y avait pas un régiment en alerte autour de Gaza parce qu'ils avaient été envoyés en Cisjordanie pour garder les colonies en ce jour de fête juive. La structure même de la défense était fausse. La barrière de sécurité qui a coûté des milliards. On nous faisait tous les 2 jours sur les télés israéliennes, on commence à avancer la construction, bientôt il n'y aura plus d'infiltration. Les Palestiniens seront de l'autre côté de la barrière. Bien fermé. Elle a été percée en 20 endroits en 10 minutes. En 10 minutes. C'est-à-dire c'est toute la conception israélienne de la défense à cet endroit. Voilà. Maintenant, les massacres, bon, quand on m'a demandé qu'est-ce que je pensais, j'ai dit oui, pour moi, le Hamas, c'est Daesh.
Pour moi, le Hamas, c'est pas les frères musulmans de Jordanie et même d'Égypte, mais les frères musulmans issus de la théologie de Saïd Qutb, que Yassine a fait imprimer en 69, 2 ans après l'arrivée des Israéliens à Gaza. Les livres étaient interdits en Égypte. En Israël, ça circulait. Une surprise immense, je ne m'attendais pas à ça de mon armée. Personne ne s'y attendait. En plus, ça a été très long pour commencer à réagir. Les gens enfermés chez eux, cachés dans leur abri, des pièces renforcées, attendent 7-8 heures. Et puis finalement, les militaires arrivent en combattant parce que le Hamas les attendait. Il y a des pertes lourdes. C'est la plus grande défaite de l'État d'Israël depuis 1948. Et si on regarde les chiffres, c'est le nombre le plus important de Juifs tués depuis la Shoah. C'est immense. Il n'y a pas que des Juifs, il y a aussi des musulmans. Mais tu regardes ça froidement, c'est un événement gigantesque dont on verra les conséquences, comment ce sera intégré dans l'histoire et puis dans la conscience collective israélienne qui aujourd'hui est... Oui, vous avez des gens qui passent à la télé. Les chaînes israéliennes, c'est depuis samedi, depuis une semaine, en boucle, c'est des témoignages. Alors, le gouvernement était absent. On a mis 3 jours avant qu'on commence à voir un ministre entendre quelqu'un. Les autorités totalement désorganisées. La police ne répond pas. L'armée est attaquée. On n'a pas à qui parler. On appelle les rédactions des télés. Et puis c'est comme ça, dire maintenant nuit et jour. Êtes-vous? Oui, alors je m'appelle, ma fille a disparu, mon frère n'est pas là, je voudrais savoir ce qui est arrivé, qu'est-ce que fait le gouvernement. On a aussi des scènes déchirantes de familles en train de hurler sur un député religieux qui passe par là, avec à côté un monsieur très digne, comme ça, blanc, qui dit: ils ont ma femme et mes 2 enfants. Avec aussi, c'est ça aujourd'hui le choc. Alors, maintenant on va passer côté palestinien, où ça va être aussi terrible. On en parle si vous voulez. Je propose qu'on ouvre le débat. Je crois que c'est le mieux parce qu'il y a sûrement plein de questions à poser. Donc, nous ouvrons la deuxième séquence, c'est-à-dire à vous la parole, aussi bien entendu en ligne, même si c'est toujours un peu plus difficile qu'en présentiel. Donc, il y a un micro qui est prêt. Vous avez la parole. Je voulais vous demander la force de ce mouvement social en Israël, qui a regroupé beaucoup de monde, de positions politiques différentes probablement. Est-ce que, même après ce qui s'est passé, ça n'a pas changé le rapport de force des Palestiniens, où la plupart des Palestiniens, d'après ce que j'ai pu lire ou écouter, n'est pas favorable au Hamas, notamment à l'école du Hamas. Il s'est développé il y a quelque temps un mouvement, le mouvement de la paix entre Palestiniens et Israéliens qui vont exister. Mais là, est-ce qu'il ne va pas y avoir des liens qui vont permettre un rapport de force pour essayer de changer les choses? Je n'ai aucune idée où cela mène. Comment se terminera la guerre? Parce que c'est une guerre. Est-ce qu'elle s'arrêtera uniquement au front de Gaza? Est-ce que ce sera aussi le Liban? En Israël, il y a la mobilisation générale. Maintenant, du fait de l'absence du pouvoir israélien, politique, militaire et social, pendant jusqu'à, je sais pas, il y a à peine 3 jours, du mouvement pro-démocratie, toutes ces organisations ont continué à agir à la place des autorités. Les réservistes, le mouvement des réservistes qui s'appelle Sœurs et Frères d'Armes, souvent des gens qui ne sont pas à l'armée, ont commencé à aider à la mobilisation. Il y aura une petite parenthèse pour la mobilisation. Samedi dernier,
les réservistes qui étaient appelés d'urgence devaient se rendre à la gare ferroviaire pour prendre le train et rejoindre leur unité. Problème, il n'y a pas de train le Shabbat en Israël. Il a fallu attendre tard dans l'après-midi pour qu'on mette des trains, donc les unités ne sont pas arrivées. Rassembler toutes les familles et amis des personnes disparues qui sont peut-être morts. Il y a des corps brûlés, il faut faire de l'ADN, retrouver quelqu'un qui pourrait avoir un peu d'ADN comparé, etc. C'est un travail immense. Il faut parler aux gens. Vous avez tous les survivants du secteur autour de Gaza et entre parenthèses là-bas, il n'y avait pas d'ultra-orthodoxe. Et la jeunesse qui faisait un festival à côté et qui a été massacrée, c'était des mômes, et souvent qui font l'armée, qui n'observent pas le Shabbat, et qui est souvent parmi les manifestants pro-démocratie. C'est ceux-là. Vous savez, il y a, je sais pas, un mois ou deux, une partie du Likoud et des sionistes religieux qualifiaient les kibbutz autour de Gaza de traîtres, parce qu'ils ne soutiennent pas la réforme du judiciaire. Et ensuite, on les accuse d'avoir volé les terres et de vivre mieux que les pauvres gens dans la périphérie. Ce gouvernement, ses membres, sont... Tiens, j'ai lu ce matin, Netanyahou a fait un discours et puis il a rappelé un rassemblement et un général qui a lutté, etc. Un général, on regarde qui c'est ce général. C'est un sioniste religieux, parce qu'il y a des officiers supérieurs aujourd'hui qui sont sionistes religieux, mais il n'a pas cité 3 autres généraux qui sont dans l'opposition et qui, eux, à 61 ans et 66 ans, ont pris l'uniforme, leur flingue et tout seuls sont allés essayer de retirer des amis ou de la famille assiégés autour de Gaza. Cela, Netanyahou n'en parle pas, c'est son opposition. Autre question ? Bonjour, monsieur Ramberlin, merci pour l'intervention. Par rapport à ce que votre livre, je voulais vous poser une question concernant la radicalité du pouvoir israélien, de manière générale, soit dans son politique comme religieux. Est-ce que, selon vous, il y a une espèce de lit, à l'heure actuelle, contextuelle, qui est en train d'être fait pour un changement brutal de régime en Israël? Et si oui, est-ce que ce changement de régime qui pourrait un jour avéré, qui pourrait avoir une espèce de néo-fascisme moderne, quel impact il aurait selon vous sur la géopolitique d'Israël au Moyen-Orient? Oui, la volonté, c'était jusqu'à cette guerre, la volonté de ce gouvernement, de cette coalition dans son ensemble, c'est d'annuler le seul contre-pouvoir à la Knesset et au législatif, c'est de mettre la Cour suprême sous l'autorité directe du pouvoir. Ouais. Effectivement, avec toutes sortes de choses qui arrivent derrière, j'ouvre mon libelle en disant que Benjamin Netanyahou a créé une agence destinée à promouvoir l'identité nationale juive. J'appelle ça le national-judaïsme. Maintenant, du point de vue régional, oui. D'abord, jusqu'à maintenant, je crois que les Émirats arabes unis, qui, comme vous le savez, sont des grands lieux de profonde démocratie, Oman, l'Arabie saoudite, on allait vers un accord. On aura entre l'État d'Israël, démocratie à la Netanyahou, et l'Arabie saoudite de MBS, de grand. Oui, ça c'est la géopolitique. Mais cette guerre, toutes les cartes sont rebattues. On ne sait pas où va Israël. Je suis persuadé, je me trompe peut-être, que Netanyahou et sa bande, le Likoud, les orthodoxes et les sionistes religieux et les kahanistes, parce qu'il faut quand même faire la différence, les uns sont plus racistes que les autres, ont l'intention de tout faire pour rester au pouvoir. Ils ont 64 députés et ils les garderont. Alors, est-ce qu'il faudra un jour que, oui, 200 000 Israéliens, beaucoup d'entre eux ayant fait la guerre,
monte à l'assaut de la présidence du Conseil pour les virer, peut-être qu'il faudra arriver là. J'en sais rien. Maintenant, pour l'heure, c'est une défaite monumentale, historique, que tout le monde en Israël a du mal à digérer. Ça passe pas. Il y a une colère contre tout. Contre l'armée qui n'était pas là, contre la police qui n'est pas venue, et contre le gouvernement qui n'est pas là. Une ministre est allée hier essayer d'aller voir, visiter un hôpital, elle a été éjectée par les employés. On veut pas. On va vous passer. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Parce qu'il ne faut pas oublier nos amis en ligne. Je vais un peu en ligne et je reviens vers vous si vous permettez. Oui, Alors, allons-y, puis après, madame. alors, il faut, si vous lisez la question. C'est madame, elle est en. Madame, vous pouvez plutôt poser votre question. C'est à moi que vous parlez, pardon. Oui, madame Christine, allez-y. Oui, bonjour. Alors, je vais faire un commentaire très personnel et je remercie Monsieur Anderlin et Monsieur Chagnolot de réagir à ce commentaire. Pour moi, les divers gouvernements israéliens successifs sont les artisans minutieux et implacables de la situation d'aujourd'hui. Je suis très étonnée. Alors, je pleure évidemment pour les victimes israéliennes innocentes. Je suis très étonnée que là, on n'ait pas parlé de toutes les victimes palestiniennes, notamment depuis 2009 et des agressions sur Gaza, 2012, 2014, enfin bref. Et en plus, l'accélération terrible de la violence en Cisjordanie, que ce soit celle de l'armée ou des colons. Alors, je ne suis pas complotiste, mais pour moi, l'évacuation de Gaza en 2005, malgré l'extrême bonté de M. Sharon qui laissait croire que voilà, ça laissait enfin cette petite partie libre, qui n'était qu'un plan aussi extrêmement minutieux pour installer une résistance armée, et ça, je pense que c'était vraiment calculé. Je me demande vraiment si le gouvernement israélien aujourd'hui n'a pas poussé le bouchon tellement loin pour en arriver là et pour donner raison au discours du ministre de la Défense et d'autres qui demandent l'extermination, entre guillemets, du peuple palestinien. D'abord, personnellement, aussi bien en télé que dans tout ce que j'ai écrit, j'ai couvert tous les conflits israélo-palestiniens des deux côtés. De très chers amis à moi sont tombés des deux côtés. Là, aujourd'hui, l'opération israélienne, c'est quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas les... Il y a un attentat ou un enlèvement d'un militaire, il y a un cycle de combat, et le Hamas, il faut bien le dire, ne s'est jamais beaucoup préoccupé de la population civile de Gaza, de les protéger. Les tunnels, ça sert uniquement aux militaires et à la direction qui se planque quelque part. Ça, c'est une chose. Ils connaissent très bien les réactions israéliennes, des deux côtés, d'une manière parfaitement cynique. On a toujours su où les choses allaient mener. Une attaque palestinienne, une bavure ou une horreur israélienne, ensuite on a un cycle, et puis voilà. Là, tout est complètement brisé, c'est tout à fait autre chose. Les otages, Israël ne refera pas le scénario de Gilad Shalit. On va attendre 5 ans et demi que le Hamas décide, c'est maintenant, nous décidons, nous donnerons Shalit en échange de ceci et de cela. Il n'est pas question aujourd'hui de négocier pour Israël, de négocier dans ces conditions, du tout. Alors, Gaza sous blocus, pas d'eau, pas d'électricité, bientôt l'Internet sera fermé, la télé, la radio palestinienne seront détruites probablement dans les heures qui viennent, qui ce n'est pas fait. La nourriture ne rentre pas dans Gaza, 2,5 millions de personnes sont en état de siège. Alors, si le Hamas veut de l'électricité, c'est simple, il libère les otages.
Le Hamas veut de l'eau, très simple, il libère des otages. Même chose pour le reste. C'est le jeu. Et pendant ce temps, l'armée israélienne commence des opérations qui vont être déjà de profondeur en profondeur et prépare visiblement une grande opération terrestre. La décision stratégique, aussi bien de l'opposition que de ce gouvernement, est nous détruirons l'appareil militaire et si possible l'appareil politique du Hamas. Point. Ce sera fait. Israël, après ça s'appelle officiellement la catastrophe, j'ai entendu le porte-parole de l'armée dire, la catastrophe ne peut pas aujourd'hui garder à sa frontière une organisation dont le but déclaré est non seulement la destruction d'Israël, mais ça ne c'est pas nouveau, c'était inscrit depuis le début dans la charte, mais surtout tue de cette manière. Les attentats suicides, bon, Israël en a connu, et pas seulement du Hamas, il y en a eu quelques-uns du Fatah, ok. Le terrorisme est un mode de combat ignoble, mais c'est un mode de combat. Yitzhak Shamir, dans les années 40, dans la clandestinité, recrutait ses camarades du groupe Stern en lui disant contre l'Empire britannique, notre seule arme, c'est le terrorisme. Bon, ok. Maintenant, il y a même un terroriste peut avoir un peu d'humanité, ce qui visiblement n'est pas le cas. Alors, les bavures de l'armée israélienne, les bombardements de l'armée israélienne, c'est du domaine de la Cour internationale de La Haye, qui un jour décidera ou décidera pas. Mais les Israéliens iront, discuteront, et puis on verra ce qui se passera. Il y a Bezalel Smotrich, le président du parti sionisme religieux, a fait une déclaration en disant on doit se débarrasser de l'autorité de Mahmoud Abbas. C'est eux qui nous traînent à l'ONU, c'est eux qui nous amènent à la Cour internationale de La Haye. Non. Notre acquis stratégique, c'est le Hamas qui est toujours là pour montrer qu'il veut nous détruire. Donc on le garde. Le Hamas est un acquis stratégique pour les sionistes religieux. C'est dit. Et Netanyahou lui-même, en 2019, lors d'une réunion du Likoud, déclare si on veut éviter l'État palestinien, il ne faut pas. Donc vous ne vous opposez pas au financement du Hamas. Et le Hamas, c'est ce que je dis à mes amis de la droite en France. Vous soutenez Netanyahou, vous soutenez le Hamas, le financement du Hamas. C'est ça qu'il faut répéter. Madame, vous avez la parole maintenant. Moi, j'aimerais vous demander comment on peut s'en sortir quand on fait un parallèle entre les 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la guerre, l'extermination des Juifs, uniquement parce qu'ils sont juifs ou présumés juifs. Comment on peut faire le parallèle entre ça et 1600 Israéliens, aussi terribles et aussi désastreux ça puisse être, 1600 Israéliens qui, de fait, vivent dans un État, on peut discuter, enfin bref, colonialiste, ou je ne sais pas, ou dirigé par des gens d'extrême droite. Ils ont aussi, malgré tout, une responsabilité, qu'elle soit individuelle ou malgré eux. Je veux dire, moi, j'habite en France, je suis française. Quand il y a eu les attentats, que ce soit au Bataclan ou je ne sais pas où, j'estimais que c'était aussi de notre responsabilité de savoir pourquoi on pouvait générer une jeunesse comme celle-là. À partir du moment où on fait enfin, si je peux me permettre, vous ne vous en sortirez pas, enfin les Israéliens ne s'en sortiront pas si il faut le parallèle. Il n'y a pas de parallèle. Et je dirais même que moi, si j'étais israélienne, je trouverais ça, ou si j'étais juive, je trouverais ça injurieux pour les 6 millions de juifs qui sont partis dans les camps. Parce que eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Et, enfin, je m'excuse, mais je suis étonnée, comme journaliste, comme féru d'histoire, qu'on puisse faire ce parallèle. C'est pas possible. Et c'est ça qui fait qu'on puisse, ce qui se passe à Gaza est justifié aux yeux, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe à l'international, mais en France, on est en train de nous refaire le coup de la Shoah. Non, on n'est pas en train de refaire le coup de la Shoah. Il y a une responsabilité. Je peux vous répondre? Ouais. Je vais vous répondre, madame.
Vous savez, j'ai couvert les grandes manifestations du Hamas à Gaza, avec les panneaux. D'abord, ils savaient qui j'étais. Il, je joue, tue le juif. Dites ce que vous voulez. Ça vous énerve de dire que des juifs sont tués là-bas? Oui, ce sont des juifs. Oui, c'est beaucoup. Oui, du point de vue purement du nombre, c'est le plus grand nombre de juifs tués en tant que tels depuis l'époque. Maintenant, là-bas, vous avez aussi des rescapés de la Shoah. Il y en a quelques-unes qui ont été emmenées à Gaza. C'est comme ça. C'est aussi bien pour Daesh, quand vous avez eu le Bataclan, c'est l'islam ultra-radical qui est là pour tuer l'Occident. Alors, qu'il y ait telle ou telle propagande en France, ok, que Israël soit coupable profondément d'apartheid en Cisjordanie. Oui, je le dis, je le répète, je l'écris dans mon bouquin. Oui, que vous avez je considère qu'il n'y a pas encore d'apartheid en Israël même. Il y a une discrimination, mais on n'en est pas là. Qu'on le veuille ou non, vous pouvez l'appeler Israël colonial comme vous voulez, aujourd'hui c'est un État. Un État avec une droite, une gauche, une industrie, des gens qui vivent, des gens qui sont là. Vous avez eu des organisations de gauche qui luttent contre l'occupation avec énormément de courage. Bon, vous savez, je parle avec mes amis quand on veut faire quelque chose sur l'apartheid. Ici, on invite une personnalité palestinienne du FPLP. Pourquoi ne pas inviter les Israéliens qui risquent leur peau en Israël, se font attaquer, cracher dessus parce qu'ils se battent pour les Palestiniens? Il y a ça, il y a un combat démocratique qui se passe là-bas. Que ça vous plaise ou non, c'est l'État d'Israël. Il restera. Israël ne disparaîtra pas. Un État qui a l'arme atomique ne disparaît pas. Israël restera. Point. J'espère que, personnellement, à titre individuel, et encore une fois, je suis israélien et j'ai fait l'armée dans ce pays, j'espère qu'il y aura un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël le plus vite possible, avec le plus d'évacuation de colonies possible. C'est la responsabilité aussi de vous, en France, en Europe, de laisser passer, de ne rien dire. Lorsque Netanyahou a fait voter la loi Israël-État-nation, je m'attendais, je sais pas, une réaction un peu des politiques ici. Ça veut dire, attendez, les Juifs de France appartiennent à l'État d'Israël. Alors, Estrosi, le maire de Nice, souhaite bonne fête d'indépendance à la communauté juive française, l'indépendance d'Israël. On croit rêver. Alors moi, j'aimerais bien voir, effectivement, vous êtes pro-palestinien, très bien, vous savez quoi, moi aussi, intervenez, allez dire aux dirigeants français de se comporter différemment, faites votre combat à Paris, nous on a notre combat là-bas en Israël. Alors vous pouvez nous balancer ce que vous voulez, ce combat continuera. J'ai passé la parole, mais avant, je voudrais juste dire un mot, parce que là, on a touché à une question très sensible, et je voudrais dire que je suis à 100% d'accord avec la réponse de Charles. On peut passer à une autre question. Quelqu'un pose la question comment est-il possible matériellement de détruire le Hamas à cette heure, leur dirigeant probablement le Gaza? Comment il sera possible de détruire le Hamas? Ben écoutez, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, et ça va être terrible, et ça mérite certainement d'être condamné, les Israéliens iront loin jusqu'au bout. Vous savez, ça me fait penser au bombardement de la ville de Dresden pendant la Seconde Guerre mondiale par les aviations britanniques et américaines, des dizaines de milliers de morts brûlés, et au même moment, 400 000 juifs hongrois étaient dans les chambres à gaz. Et oui, le bombardement de Dresden est condamné. Alors, les Israéliens vont y aller. Les gens avec qui j'ai parlé au téléphone me disent, écoute, on n'a pas le choix. Ça risque d'être dur, ça va être probablement cruel, mais il faut y aller. Alors bon, ils ont demandé aux populations gazaouies de s'éloigner de l'endroit où arriveront les forces militaires. Laisser des enfants en bas âge, des bébés de 7 mois, des femmes enceintes, des malades de Alzheimer dans Gaza sans rien faire, je ne sais pas ce que la France ferait dans une situation pareille ailleurs. La question qu'on peut se poser, on entend souvent la formule que tu as utilisée,
On va aller jusqu'au bout, ils vont aller jusqu'au bout. Ma question, c'est, personne ne peut y répondre, mais je la pose quand même, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout? Au bout de quoi? Jusqu'à ce que quelqu'un à l'état-major considérera avoir suffisamment détruit l'appareil militaire et probablement politique du Hamas. À un moment donné, la décision sera prise. Mais vous envoyez l'armée, vous lui donnez un ordre. L'ordre, c'est détruire Hamas. Un militaire, deux politiques, et le reste si nécessaire. Point. À partir de là, il présente des plans à l'état-major, et puis, etc. Jusqu'où ça ira, comment ça ira, ça dépendra bien entendu des pressions extérieures. Et puis beaucoup de pays ont des otages, je ne sais pas. Question, d'autres questions? On parle beaucoup du rôle de l'Iran. Alors, j'ai déjà, moi, un peu de mal à comprendre, c'est comment l'Iran soutient le Hamas qui est sunnite, dans un premier temps. Et deuxièmement, si effectivement le Hamas est détruit, quelle sera la réaction de l'Iran? Je suis désolé. Tout ce que je peux vous dire, qu'il y a de l'argent iranien qui arrive à Gaza. Ça allait jusqu'à présent en priorité au djihad. Vous savez, la République islamique, un de ses buts, c'est de détruire Israël. Alors on regarde ça un peu de loin en ricanant. Il y a un équilibre des forces stratégiques qui est en train de s'installer autour du nucléaire et jusqu'on ira, j'en sais rien. Les Iraniens sont les patrons du Hezbollah et à Hamas, il y a pas mal de choses qui passent. Vous savez, Yitzhak Rabin, après l'enlèvement d'un Israélien qui est assassiné par le Hamas, a ordonné l'expulsion au sud Liban de tous les dirigeants du Hamas de Gaza. C'était des autobus, dans la nuit, on les a installés dans un camp de tentes sur une colline, dans le froid, à Marjezourour. Si vous vous souvenez, c'est une grosse histoire. Mais c'était une connerie monumentale de la part de Yitzhak Rabin, parce qu'au Liban, tout de suite, ils ont eu le contact avec le Hezbollah pour la première fois. Ils y sont restés pendant des mois, et le Hezbollah a donné des conseils au Hamas, a entraîné, a formé des gens, et ensuite, quand on a eu le processus, ils ont été autorisés à revenir. Je me rappelle le retour du docteur Mahmoud Azahar, que j'ai vu arriver une nuit. Il m'a pas embrassé, mais il m'a dit, je suis content de vous voir. Je crois que c'était une des fois, il était content de voir un juif. Que tu parles du Hezbollah, une question qui va se me poser, c'est, tu penses qu'il peut y avoir un front sur la frontière nord? Oui. Oui, les incidents se multiplient. Il y a Israël, de nouveau, on est dans un scénario différent. Il n'y a pas un pruneau ici, on vous met un pruneau là. Vous mettez un pruneau, vous nous tuez quelqu'un, on détruit X, Y, Z. Les équations de la violence ont changé au Proche-Orient. Israël ne joue plus le bon garçon qui baisse la tête. Ça, c'est fini. Quel que soit le prix. Et quand un ancien dirigeant nous dit, c'est une constatation. Hein. Je constate. Le dirigeant nous dit, nous serons cruels, il n'y aura pas le choix. C'est une information. Ça veut dire que après une telle catastrophe, Israël, aussi bien pour rétablir une dissuasion régionale que à l'intérieur, parce qu'il faut aussi persuader le public israélien qu'il peut de nouveau faire confiance en son armée. Imaginez. Donc, c'est un moment extrêmement dangereux pour la région. Encore quelques questions, on a encore quelques minutes devant nous. Oui, moi je voulais simplement vous dire que cette situation depuis 15 ans, parce que depuis pas 15 ans, en plus, je fais pas, je suis une néophyte depuis l'actualité. Depuis 1922, si on veut être précis, c'est le début du mandat britannique en Palestine, donc ça fait un siècle. Moi, oui, on peut mettre tous ces problèmes sur le compte du Hamas, etc. Mais ne pensez-vous pas que les États-Unis, qui soutiennent fortement Israël,
que Israël est une des plus grandes puissances du monde, qui est en train de faire un génocide pour moi en face. Est-ce que à un moment donné, ils peuvent pas se dire on arrête, on négocie, on parle, on fait quelque chose. Or, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Là, on a des Américains qui sont en guerre de l'autre côté, comment c'est Biden, et tous les personnes sionistes et de l'extrême droite, ont l'intention de faire quoi? On peut penser ce qu'on veut du Hamas. Qui a créé le Hamas? D'où vient le Hamas? Je n'en sais rien. Mais, à un moment, il y a des personnes raisonnables qui se fait s'asseoir et dire on arrête le problème. Et se soulever comme tout le monde s'est soulevé pour l'Ukraine. Bon, voilà, là aussi, je suis désolée de la provocation, mais on est dans le devoir de mesure. La question est claire. Je vous respecte. C'est la suite. Je peux dire la suite. Attendez, je réponds à la question. On peut penser ce qu'on veut du Hamas, on pense ce qu'est le Hamas. Le Hamas est une organisation fondamentaliste de combat contre l'Occident, les chrétiens, les juifs. C'est une autre forme de Daesh. Point. On peut ce qu'on veut. Le Daesh se combat. Point. Maintenant, mon opinion personnelle, vous savez, je suis persuadé que pour l'Europe, pour le monde, il est de l'intérêt d'abord de l'Europe d'avoir au Proche-Orient un État d'Israël en paix avec ses voisins, juifs peut-être, où tous les citoyens seront égaux. Pour moi, c'est la vision. C'est cela qui devrait guider la politique française et même la politique américaine. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Constamment, aussi bien pour des raisons de simples intérêts commerciaux ou technologiques, jamais les chancelleries en Europe et aux États-Unis n'ont adopté cette position. On soutient les Israéliens, on sait ce qu'ils font. Voilà. Si un jour, vous avez raison, les Américains comprennent qu'il est de leur intérêt et la République française que l'État d'Israël, au nom de ce qui est arrivé à la Shoah, justement, au nom justement du droit des peuples, un Israël indépendant, égalitaire, démocrate au Proche-Orient, en paix avec ses voisins, y compris les Palestiniens, oui, c'est ça qui doit guider. Et non pas on aide ceci, on aide cela. Ben voilà, c'est ça une politique à demander. Maintenant, personne n'y va. Encore deux questions. Je sais pas. Question en ligne. Vas-y, parle. Alors, la question en ligne vient de Vanessa, et vous avez commencé à y répondre. Elle dit, une solution avec les États est-elle toujours envisageable ou pouvons-nous envisager une solution plus confédérale, unitaire de peuple? Est-ce que la solution à deux États est-elle encore envisageable ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose? Écoutez, théoriquement non, mais il ne faut pas le dire. C'est la seule solution humaine, démocratique pour tout le monde, la solution à deux États. Est-ce qu'on va y revenir? Est-ce qu'à la fin de cette guerre, un autre pouvoir sera installé à Gaza avec des moyens, il faudra reconstruire, il faudra s'occuper des victimes, des blessés à Gaza, peut-être reconstruire complètement l'autorité palestinienne, virer les corrompus qui y sont, faire des grandes élections chez les Palestiniens de Gaza à la Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et c'est ça qu'il faut demander à l'issue de cette guerre. Maintenant, cette guerre ne pourra se terminer qu'avec la neutralisation complète du Hamas et du djihad. Une question? Les frontières, Qui avait, c'est pas, Jenny, tu as, voilà, il me semble. Bonjour. Ne pensez-vous pas qu'Israël ressemble de plus en plus à ses voisins, c'est-à-dire un dirigeant qui a depuis grosso modo 10-12 ans, une extrême droite qui pousse, religieuse également,
et une société ouvertement raciste qui se développe, c'est-à-dire comme tous les pays arabes limitrophes. C'est pas le moment pour Israël de rentrer dans la Ligue arabe. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit finalement l'armée israélienne, c'est la meilleure armée arabe au Proche-Orient. Maintenant, oui. Et c'est cela qu'il faut éviter. Brillant. Bien. Pendant que vous priez, on peut encore poser une question. Je ne sais plus où on en est. Qui est monsieur Janis, s'il te plaît. Merci. On a l'impression que Israël fonctionne d'une manière assez étrange. Vous avez le gouvernement, vous avez l'armée et le religieux. Vous pouvez décrire Israël comme un pays démocratique dans ce condition-là. C'est vrai, on ne peut pas détruire Israël de l'extérieur. C'est la troisième armée du monde. Les États-Unis. Ça fait 4 ans. Mais Israël peut s'imploser de l'intérieur. Vu en fait tous les mouvements démocratiques, les gens qui manifestent tous les dimanches pendant des mois et des mois. Vous avez dit 500 000 personnes à Tel Aviv. Il ne s'agit pas de détruire Israël de l'extérieur, il suffit de changer en fait le gouvernement israélien actuel qui est fasciste. C'est possible. Oui, c'est le mouvement pro-démocratie, oui. Dernier mot, monsieur. Je suis d'accord à 95% à ce que vous dites. Mais les 5% qui restent, on ne peut pas comparer Hamas avec Daesh. Hamas est un mouvement nationaliste pour défendre les intérêts des Palestiniens. Ils n'ont jamais combattu en dehors de leur périmètre. Encore Daesh est un ramassis international. Regardez par exemple en Syrie, qui vient de l'Asie centrale, la Tchétchénie, l'Ingouchite, l'Afrique du Nord, les Anglais, les Français, les Espagnols, toutes sortes de gens. C'est ça, Daesh. Daesh n'a pas. Pour les 5%, voilà. C'est la même idéologie. C'est la même idéologie. Ça vient de Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est Al-Qaïda, c'est Daesh, c'est énormément de choses. Oui. On a compris votre question, monsieur. Je vous remercie. Oui, c'est la même idéologie. Alors, ils n'ont pas les moyens d'envoyer des combattants ailleurs. Leur combat est local. Mais je vous le dis, je les connais. J'ai lu tout ce qui est publié. Il faut voir les prêches, il faut voir les diffusions sur la télé du Hamas. Vous savez, j'ai participé à la formation de la télévision palestinienne, de l'autorité palestinienne, jusqu'au jour où j'ai appelé mon président directeur général, El Kabash, que Dieu ait son âme. Il était en vacances à l'île de Moustique. Je lui ai dit, Pierre, on arrête l'aide aux Palestiniens à la télé. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont passé un imam qui a fait un long prêche expliquant que les Juifs descendent des singes et des porcs. Je dis, on a arrêté. Cette idéologie, elle est infiltrée partout. Faut voir ce qu'ils disent, faut voir ce qui est dit, c'est ça. Moi, j'accorde une importance à la parole, au prêche. Alors, vous pouvez avoir un dirigeant du Hamas en cravate, sympathique, qui vous expliquera qu'un jour ils accepteront une trêve, comme le prophète a accepté une trêve avec les Juifs qui ne l'ont pas respecté, qui ont été massacrés par l'armée du prophète. Un jour avec les Juifs aujourd'hui, on fera peut-être comme ça. Oui, il nous explique, et puis on reconnaîtra Israël. Rien du tout, jamais Hamas ne reconnaîtra Israël. Et chaque déclaration du Hamas sur une reconnaissance quelconque de l'État d'Israël est un mensonge. Il faut voir la réalité. Alors nous, mes camarades de la presse, sont dans l'idée, on réfléchit, le Hamas a peut-être accepté, finalement ce n'est qu'un mouvement de résistance. Ce n'est pas qu'un mouvement de résistance. Dernière question.
Monsieur Vanderlyn, l'objectif de Netanyahou est détruire cet ennemi utile. Mais s'il détruit cet ennemi utile, Netanyahou deviendra orphelin de cet ennemi. Alors comment peut-il justifier un refus de parler de résoudre la question palestinienne? C'est curieux, c'est le serpent qui mord sa queue quand même. Et là, effectivement, là, j'ai dit qu'il faudrait installer l'autorité palestinienne à Gaza, l'autorité palestinienne reconstruite, refaite à Gaza après cette guerre. Mais je vous garantis que les sionistes religieux et une partie du Likoud et les kahanistes de Ben Gvir sont contre. Ils sont contre un État palestinien. On a chouchouté, bichonné les finances du Hamas pendant toutes ces décennies pour empêcher l'État palestinien. Et maintenant, si la communauté internationale parvient à obliger les extrémistes de ce gouvernement et dans le public à accepter d'abord une refonte complète de la manière dont la communauté internationale traite Israël et le problème palestinien, c'est-à-dire, ok, d'accord, maintenant vous avez gagné la guerre, vous n'avez pas gagné, vous êtes arrivé au bout, maintenant voilà ce que la communauté internationale exige, autorité palestinienne après des élections générales chez tous les Palestiniens, et puis vous discutez vraiment de la solution à deux États. Il n'y a pas d'autre voie. On y va là maintenant. Netanyahou, écoutez, comme tout le monde, j'espère que... Et avec cette conclusion en termes de soupir, je pense qu'on va la garder. Merci infiniment, Charles, et merci à vous.